Le regard des autres en France est lié à la majorité blanche, à la majorité cis-hétéro. Quand on se construit et qu'on n'a aucune représentation de nos existences en tant que personnes trans et asiatiques, c'est assez dur de se valoriser en tant que personne. J'aime bien paraître de façon androgyne parce que du coup c'est cette expression de genre qui me correspond le mieux. Peut-on être belle ou beau quand on est asiatique ? Quel impact a notre physique, notre corps, sur notre identité ? L'apparence physique peut sembler être un sujet superficiel, mais c'est la première chose que l'on voit et que l'on montre de soi. Un premier indice sur son identité. Quand on grandit dans un pays dans lequel la majorité de la population et les modèles ne nous ressemblent pas, qu'on soit enfant d'immigrés, adopté, métissé, comment construit-on son rapport à son corps, à son identité et à celle des autres ? Pour répondre à cette question, à l'occasion du projet artistique Asidentité, j'ai interrogé des modèles d'un jour, juste après leur shooting photo. Nous avons parlé de rapport au corps, à la beauté, du regard des autres et des clichés, mais aussi de confiance en soi, de féminisme et de sororité. Le témoignage que vous vous apprêtez à écouter est l'une de ces confidences sonores. Belle écoute. Dans ce 11e et dernier épisode de la série Asidentité, vous entendrez Kelsey, artiste non-binaire d'origine vietnamienne. Kelsey explique à quel point le manque de représentation de personnes asiatiques non-binaires a pu influencer sa perception de son image, de son identité et jusqu'à sa valeur. Dans cet épisode, Kelsey aborde le poids du regard dominant blanc, cis, hétéro lorsqu'on est racisé, trans et queer. Et elle parle de son expression de genre androgyne et de ce qu'elle induit dans l'espace public, de l'importance de pouvoir disposer de ressources éducatives et de représentation, que ce soit au cinéma, dans l'art, en politique ou dans l'espace médiatique. Et enfin, Kelsey partage ses espoirs et son optimisme pour l'avenir grâce aux initiatives qui émergent. Cet épisode est un peu plus long que les autres de la série, parce qu'on pense qu'on a besoin d'entendre un peu plus longuement la voix des personnes les plus invisibilisées. Moi, c'est Kelsey, je suis une personne non-binaire d'origine vietnamienne. Je réalise des films d'animation, je suis sortie des Gobelins depuis 2018 et puis maintenant je développe une série autour des portraits croisés de personnes transgenres et non-binaires racisées. J'ai souhaité participer à Sororasi parce que je trouve que c'est une initiative extrêmement importante en France où on voit des personnes asiatiques militantes que depuis très peu. Et là, le fait qu'aujourd'hui ça se centre sur la représentation, sur justement cette thématique de la beauté des personnes asiatiques de tous horizons, que ce soit des personnes est, sud-est, sud-asiatiques, ouest-asiatiques, c'est super bien, je trouve ça trop bien que ce discours-là ait pu être un peu plus démocratisé, entre guillemets, parce que souvent, même aux États-Unis ou quoi, quand on parle un peu de représentation asiatique, c'est souvent centré autour des personnes est-asiatiques principalement. Du coup, déjà, ça, je trouvais que c'était super bien, et de voir aussi que des personnes non-binaires et transgenres en général puissent participer, je trouvais ça super important aussi, parce que dans le féminisme, ça devrait être évident, l'intersectionnalité entre le genre, entre la race, entre la classe sociale, etc. Et du coup, voilà, globalement, je trouvais que c'était très riche et un très beau projet, et du coup, c'est pour ça que j'ai voulu participer. Dans ma classe où j'étais au Gobelin, c'était un environnement très blanc, très cis, très hétéro. Et j'ai commencé à vouloir reprendre un peu le contrôle de ma propre image parce que je vivais très mal mon quotidien, parce que j'étais confronté à pas mal de blagues, même si ça m'était pas forcément adressé, c'était vraiment très quotidien en fait, normalisé, banalisé, tout plein de blagues sur les personnes racisées, sur les personnes trans, sur les personnes LGBT en général. Du coup, j'ai eu cette envie de commencer à me prendre en photo de façon un peu do it yourself, genre chez moi, sur mon canapé, en mettant un tissu derrière moi. Et au final, rien que de faire ce geste-là, même sans matos hyper professionnel, etc., ça m'a vraiment fait du bien de le mettre sur les réseaux sociaux, d'accompagner ça de messages d'empowerment, en fait, de choses que je vivais, que j'avais envie de dénoncer ou que j'avais envie de mettre en avant de façon positive aussi. Et
Et du coup, j'ai commencé à me réapproprier un peu ça. Là, en fait, c'était la première fois que je faisais ça, je pense, en groupe. Et je trouvais ça génial, du coup, de voir que tout le monde, dans cette espèce d'effervescence, on demande à chacun de pouvoir s'exprimer par diverses émotions, diverses postures, etc. Même le shooting en sous-vêtements, etc. Enfin, c'est vraiment très libérateur, je dirais. Moi, ça a commencé, du coup, depuis la fin de mes études, cette espèce de réappropriation. Et là, ça continue avec ça. C'est trop, trop chouette. Du coup, voilà, et avec toutes les multiplicités de projets autour de ces sujets qui commencent à voir le jour, comme je vois sur Instagram, Twitter, etc., avec justement ces podcasts, ces initiatives-là de shooting, etc. Bah, j'espère que ça va continuer parce que je trouve ça trop bien. Je pense qu'au niveau de l'acceptation de mon image, avant de commencer cette démarche de réappropriation de mon apparence, en fait, j'ai l'impression que avant ce genre d'initiative, que ce soit personnel ou collectif, on subit en fait le regard des autres, et le regard des autres en France est lié à la majorité blanche, à la majorité cis hétéro, à ce qu'on voit à la télé, dans les publicités, au cinéma. Et qu'est-ce qu'on voit dans tous ces médias? Jusqu'à présent, c'était majoritairement des protagonistes blancs, très très normés, dans des canons de beauté très hétéronormés, etc., où les hommes devaient être très virils, mastoc, etc. Les femmes dans tel carcan, il n'y avait pas forcément de personnes non binaires, les personnes de genre non conforme, etc. et d'expression non conforme. Je pense que tout ce que nous renvoyait du coup la télévision, le cinéma, etc. faisait que je sentais pas mon corps comme pouvant être représenté, pouvant être légitime d'exister dans le paysage public, médiatique, le paysage cinématographique, etc. J'ai l'impression que nos voix étaient absolument pas entendues et que du coup notre valeur en pâtissait. Enfin, je veux dire, quand on se construit et qu'on n'a aucune représentation de nos existences en tant que personnes trans et asiatiques, bah, c'est assez dur de se valoriser en tant que personne, de se dire qu'on peut être sur le devant de la scène, qu'on peut être digne d'être photographié, digne d'être filmé, digne de parler, d'écrire, de réaliser. Moi, ce que je constate même dans le milieu du cinéma d'animation, même si ça va un peu plus loin que l'aspect des corps et de la beauté, c'est juste que globalement, les personnes racisées sont très très peu encouragées à faire de la réalisation parce que tout le monde se dit que, vu qu'on n'est pas représenté là-dedans, dans ces milieux-là, on doit plus se cantonner au rôle plus de technicien, de sous-rôle entre guillemets, parce qu'on nous a toujours dit que c'était comme ça que ça se passait. Et pour les personnes asiatiques, l'invisibilisation énorme dans le cinéma, je pense, y est pour beaucoup. Avec cette espèce de constat de manque de représentation, de manque de considération de la parole des personnes racisées dans mon domaine, en tout cas le milieu de la réalisation, etc., je me suis rendu compte qu'il fallait lancer des initiatives aussi. Donc moi j'ai essayé de lancer un collectif qui s'appelle Décolonisons l'animation. Donc pour l'instant on fait plus du travail en interne, où on a eu quelques meetings, réunions, où on essaye de faire prendre conscience aux personnes racisées du milieu que c'est possible de raconter nos propres histoires sans passer par des personnes qui ont souvent un background exceptionnel parce qu'ils n'ont jamais été confrontés au racisme, aux LGBTI-phobie, etc. Donc ils sont souvent des vieux mecs de 50 ans, blancs, cis hétéros, qui sont les grands réalisateurs de notre siècle, etc., ou considérés comme tels. Et du coup, j'ai essayé de faire ouvrir un peu cette parole avec des amis avec qui on a fait le collectif pour que chacun se sente légitime de dénoncer déjà, d'une part, le fait que notre parole est appropriée par des personnes qui ne sont pas concernées et qui se reçoivent toutes les subventions pour créer leurs œuvres, etc. Et puis, ouais, voilà, se mettre en avant, en fait, et mettre en avant leurs projets, plus se sentir à même de pouvoir s'exprimer là-dessus parce que bah, on est légitime à s'exprimer sur l'histoire de nos familles avec tout ce que ça implique. Alors que des personnes blanches, par exemple, qui veulent s'exprimer sur des pays qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils ont vu juste pendant 2 semaines en voyage, généralement, tu vas pas avoir ni le recul historique, ni l'impact émotionnel que ça a eu sur ta famille, ni tous les trucs que tu as eu à dealer avec, c'est-à-dire genre le mutisme ou toutes ces choses-là pour essayer d'avoir accès à ton histoire, etc. Et je pense que du coup c'est important de pouvoir se sentir légitime là-dedans. C'est le travail que j'effectue dans le milieu de la réalisation, dans le cinéma d'animation.
Ouais, plus globalement, j'espère aussi que le fait qu'on soit de plus en plus à prendre la parole sur les réseaux sociaux, à mettre en avant nos expériences et à mettre en avant nos photos aussi, nos initiatives vidéo, bah voilà, des podcasts comme ce que tu fais et tout, bah j'espère que du coup ça fait que, et j'ai l'impression de toute façon que c'est le cas, hein, mais que de plus en plus de personnes ont envie de se mettre en avant, asiatiques, et puissent arrêter de participer au mythe de la minorité modèle dans lequel les blancs nous ont foutus, et voilà, qu'il y ait une vraie solidarité, une vraie entraide, de tout, quoi. Moi, je me suis découverte non-binaire vers la fin de mes études aussi, donc bon, très compliqué à gérer avec la classe que j'avais. Disons que ouais, je pense qu'en termes de représentation en France de la non-binarité, elle est très peu présente, encore moins avec des personnes racisées non-binaires particulièrement. Donc moi, je me suis plus référé aux États-Unis, encore une fois, puisqu'il y a beaucoup d'artistes, de personnes qui en parlent là-bas, que je trouvais très inspirantes, genre par exemple Alok Venmenon, qui littéralement pour moi est une personne qui a changé vraiment la vision que j'avais un peu de moi-même, qui m'a donné beaucoup de force. Parce que je l'ai vu pour la première fois du coup bah, vers la fin de mes études, milieu de mes études, à la mutinerie, performer pour réciter plusieurs poèmes qui parlaient de son rapport à son corps en tant que personne non binaire, gender non conforming, et en tant que personne d'origine indienne, et qui mêlait du coup des thématiques décoloniales à la question du genre aussi, en parlant de, par exemple, du fait que les normes de genre plutôt binaires ont été imposées du coup par les colons sur différents peuples en fait, qui ont subi la colonisation française, états-unienne, espagnole, etc. Et du coup, je pense que ça m'a aussi permis de prendre du recul par rapport à justement la représentation de mon genre et la racisation, et qu'est-ce qui était mêlé entre les deux aussi. Donc de me réapproprier un peu aussi ces discours-là en fait qu'on a en Occident, de la binarité du genre. Après, c'était un cheminement qui a été plus personnel, ou aussi que j'ai mené avec des amis qui étaient trans ou non-binaires, et qui avaient du mal aussi à gérer la façon dont elles paraissaient auprès des personnes blanches, alors que c'était différent par rapport aux personnes asiatiques, etc. Moi, je sais que pour les personnes blanches, j'ai un physique qui paraît androgyne, et donc du coup, souvent, je fais bugger les personnes dans la rue, dans les boulangeries, etc., qui savent pas du tout me genrer, donc qui inversent un peu les deux constamment. Voilà, ça peut devenir soit awkward, soit violent, mais globalement, du coup, j'ai un peu ce passing-là auprès des personnes blanches. Par contre, les personnes asiatiques, c'est assez différent. Donc, il y a aussi un peu, je pense, ce prisme-là qui rentre en compte dans la perception que j'ai de mon propre corps. Les personnes blanches ont de tout temps considéré les personnes asiatiques, qu'elles soient femmes, hommes, non-binaires, transgenres de façon générale, par le prisme de la féminité, parce que les traits asiatiques sont censés être plus féminins, plus fins, justement, etc. Donc, du coup, selon les personnes blanches, c'est plus féminin. Donc du coup en fait on est un peu aussi, je pense que c'est le cas de, bah, des mecs trans-asiatiques aussi, dépossédés de un peu de ce contrôle que certaines personnes veulent avoir sur la façon de pouvoir paraître, parce que il y a le regard blanc à prendre en compte là-dessus. Dans mon cas, moi j'aime bien paraître de façon androgyne, parce que du coup c'est cette expression de genre qui me correspond le mieux par rapport à mon genre. C'est pas forcément le cas de toutes les personnes non binaires, puisqu'il y en a qui sont plus masculines, il y en a qui sont plus féminines, etc. Moi j'aime bien jouer un peu avec les deux, même si je penche un peu plus du côté d'un désir de passing des fois plus féminin en fait. Enfin, ça dépend vraiment du contexte, etc. Après, c'est toujours très compliqué. En France, aux États-Unis, enfin en fait partout dans le monde, je dirais, quand on n'a pas un passing, enfin déjà pour les femmes cis, etc. C'est déjà compliqué de pouvoir marcher dans la rue, d'être fier de soi, etc. Avec des vêtements très féminins, etc. qui font paraître des formes ou quoi que ce soit. Mais alors du coup, pour des personnes trans, non-binaires et tout, et asiatiques, essayer de maîtriser son propre corps, d'essayer d'être à l'aise avec soi-même, avec les vêtements qu'on porte, etc. C'est compliqué parce que aussi on a ce truc-là qui toujours autour de notre tête, au-dessus de notre tête, c'est-à-dire bah voilà le danger qu'on a aussi des fois. Si jamais on se dit mince, je passe pas pour une meuf, est-ce que là du coup je risque de me faire agresser? Ou alors on peut passer pour une meuf, par exemple ça m'arrive aussi que je subisse du harcèlement de rue où on me prend pour une meuf, par contre si j'ouvre la voie, bah, c'est mal barré pour moi, donc il vaut mieux que je l'ouvre pas, que je passe mon chemin, que je... Voilà, ça dépend vraiment en fait. Mais c'est pas hyper rassurant. Donc vraiment, par exemple, je me pose avant de savoir le contexte dans lequel je vais mettre des talons, par exemple, ou des trucs comme ça, parce que voilà, il y a toujours une espèce d'appréhension que je pense qu'on est extrêmement nombreuses à avoir
toujours en nous, parce que la société elle est comme ça pour l'instant, et il serait temps qu'il y ait un peu plus de représentation là-dessus aussi, parce que moi j'ai l'impression, enfin je suis dans ce milieu-là, donc j'ai l'impression que ça a un énorme pouvoir, hein, le cinéma par rapport à la représentation, mais ouais, en vrai, c'est pas que le cinéma, du coup c'est aussi la politique, c'est aussi voilà, plein d'initiatives, du coup, encore une fois, comme celle qui se passe aujourd'hui, mais ça doit vraiment imprégner tous les milieux. Parce que, bon, déjà que dans le cinéma, ça va être hyper compliqué, rien que pour la série que j'essaie de développer, déjà d'avoir toutes les subventions, parce que du coup, c'est politique, etc. Donc, ça divise, hein. J'espère, j'ai hâte, et de toute façon, je ferai tout pour, mais qu'il y aura plus de représentation dans ce sens pour que les personnes asiatiques, trans, binaires, queer en général, puissent se sentir plus en sécurité et libres d'être elles-mêmes, quoi. Des sociétés comme Netflix, etc., se sont un peu plus emparées des questions de représentation des personnes queer, racisées, handicapées, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose à faire, même si c'est compliqué de les atteindre, etc. Mais ça va être dans nos projets parce que, voilà, je pense que pour nous, c'est une bonne chose à faire. Tant que la France diversifie pas un peu plus les chaînes, les propositions que font les chaînes au public, parce qu'il faut vraiment arrêter de considérer le grand public comme étant genre blanc, cis, hétéro et moyenne d'âge 40 ans, etc. Parce que franchement, c'est quelque chose aussi, ça, qui est super intéressant d'en parler, genre le côté grand public, qu'est-ce que le grand public, qu'est-ce que le public, c'est un truc où voilà, on nous a jamais considéré dedans, et du coup, il est vraiment temps qu'on comprenne qu'on est là, on n'est pas juste une ou deux personnes éparpillées par-ci par-là, non. La France, les États-Unis, c'est composé de plein de personnes racisées, de plein de personnes queer, c'est très compliqué en France de le comprendre puisqu'il n'y a pas de statistiques, etc. Mais on est beaucoup. Mais voilà, enfin, il serait temps qu'ils comprennent qu'ils ne s'adressent pas qu'aux mêmes personnes depuis des lustres, quoi. Moi, actuellement, je me sens de mieux en mieux. Déjà, je pense que les premières fois où j'ai commencé à prendre la parole un peu plus publiquement, c'était avec un autre podcast à la sortie de mes études. Et c'était extrêmement intimidant pour moi parce que j'avais jamais eu cette espèce de contrôle sur ma narration. Je pense que rien que ce genre d'initiative, c'est extrêmement bénéfique pour ça parce que ça fait que chaque personne extériorise un peu des vécus qui ont souvent été très enfouis ou dont on peut pas forcément parler à nos familles, qui veulent pas forcément en entendre parler. Ayant ingéré les traumatismes de façon directe, ont pas forcément envie qu'on en parle ensemble. C'est super bien qu'on puisse en parler de façon collective. Toutes ces initiatives-là, que ce soit personnelles ou collectives, avec des podcasts, avec des écrits, avec des photos, etc., ça m'a permis de me réapproprier mon corps et mon mental, etc., ma santé mentale et tout, qui avait été pas mal impactée pendant mes études. Je pense que maintenant, je me sens de mieux en mieux. Je dirais que même après une journée comme ça, on se sent encore mieux. Donc ouais, après c'est un cheminement qui s'arrête pas comme ça, genre c'est pas genre youhou, je me sens hyper bien. Et puis voilà, je pense que justement c'est vu que c'est collectif, vu que c'est un mouvement perpétuel, quoi, il y a encore plein de choses à faire. Je pense que je me sentirai de mieux en mieux à force que nos initiatives auront un impact de plus en plus, j'espère, fort, et que les personnes dominantes pourront aussi se remettre en question à force de nous écouter, et pourront aussi apprendre des fois à se mettre en retrait pour certains projets, pour certaines choses où on les a appris à se sentir légitimes pour tout, alors que nous, on était à la ramasse. Maintenant, je pense que voilà, c'est le temps qu'on inverse un petit peu la donne pour que voilà, cette question d'égalité puisse un petit peu exister de façon réelle, mais voilà. Mais je sais que moi, ce qui m'a aidé quand j'étais vraiment pas bien, quand j'étais ado et tout, c'était de pouvoir voir des films. Du coup, c'est aussi pour ça, je pense que ça m'a donné envie de passer derrière la caméra, entre guillemets, même si c'est de l'animation. Je dirais que ce qui m'a fait du bien, c'était vraiment de découvrir des films qui parlaient de moi, que ce soit même à une époque où je me considérais, où je considérais plus la question queer, parce que du coup, elle m'impactait énormément. Avec les premiers films de Xavier Dolan, ça m'avait vraiment beaucoup ému, beaucoup impacté. Et en fait, j'avais pu créer un début de dialogue avec ma mère grâce à un de ces films. Et j'avais trouvé ça extrêmement beau parce que moi, à l'époque, j'avais pas les mots, en fait, pour en parler, et donc du coup ça l'avait beaucoup ému à l'époque. J'ai montré un film de Xavier Dolan du coup à ma mère quand mon père était pas là, et ça a pu instaurer ce dialogue là par rapport à ma queerness, parce que elle se voilait la face jusqu'à présent, et du coup je pense que ça a été une amorce extrêmement précieuse, quoi. Et je dirais que ouais, si on n'a pas forcément les mots, ça peut être extrêmement puissant des fois de pouvoir montrer des initiatives qui nous correspondent, qui parlent de nous, que ce soit dans les films, dans des podcasts,
dans des musiques, enfin voilà, aux personnes à qui on aimerait bien parler. Je pense que des fois, j'aime pas forcément donner des conseils et tout, mais ce serait de pouvoir, si on n'a pas les mots sur le coup, mais qu'on a une énorme envie de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, c'est de pas hésiter à passer par d'autres médiums en fait. Moi je trouve que ça a un énorme pouvoir. Par exemple, s'il y a un film au cinéma, et du coup j'espère qu'il y en aura vraiment de plus en plus, et autre que Made in China, enfin vraiment qu'il y aura plus de diversité à ce niveau-là, et ben pas hésiter à faire amener nos parents, nos familles, nos proches, voir ces films-là. Enfin moi je crois, j'espère que c'est pas une naïveté absolue, mais je crois vraiment à l'impact politique des films. Et du coup, ouais, enfin, ça, ce serait un de mes conseils parce que pour moi, ça a un peu marché, cette espèce de pont que j'ai pu créer avec le cinéma. En tout cas, je trouve que c'est extrêmement précieux de pouvoir avoir diverses ressources à partager. Enfin, moi, en tout cas, voilà, ce serait un de mes conseils parce que c'était ce qui m'a aidé personnellement. Vous venez d'écouter un épisode d'Asiatitude, le podcast qui met en lumière les questionnements, les talents et les cultures asiatiques en France. Cet épisode hors série a été produit, réalisé et animé par Mélanie Hong et monté par Alice Krief, ingénieure du son. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, vous l'avez peut-être apprécié, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous écrire pour nous le dire, sur nos réseaux sociaux, par mail, en audio. Ça donne du sens à notre travail et beaucoup de force pour le continuer chaque jour. Tous les liens sont en description de l'épisode. Vous retrouverez aussi en description plus d'informations sur le projet artistique Asidentité à l'initiative du collectif Sororasi. Il comprend un volet photographique à travers des expositions, un volet vidéo et un volet sonore dont vous venez d'écouter un épisode. D'ailleurs, je vous invite à écouter tous les autres témoignages. Merci pour votre écoute et à bientôt pour le prochain épisode.